Rapidement, je vais essayer de présenter la cohérence et l'ensemble de ce dossier thématique. Il nous a semblé important de travailler sur les contenus d'enseignement dans une période, puisque cette revue La Pensée est une revue de débat social progressiste, tout en ayant des exigences universitaires et académiques, de se dire qu'aujourd'hui le débat sur l'école est beaucoup polarisé autour des soi-disant capacités des enseignants, autour des capacités supposées intrinsèques des élèves, que le débat est souvent accaparé par des polémiques, mais laisse de côté la question de ce que l'on doit, ce que l'on peut enseigner à l'ensemble d'une génération, et à partir de critères qui sont ceux d'enfants qui vont vivre, ceux qui sont scolarisés aujourd'hui, vont vivre dans une société en 2030-2040, où la somme des savoirs savants qui seront développés vont de plus en plus modeler les opérations de la vie citoyenne, les opérations des postes de travail. Il y a de plus en plus d'informations qui sont développées et qui sont disponibles. Donc bien sûr, la question de la disponibilité, de l'égalité, de l'accès va se poser, mais se posera aussi celle des outils intellectuels, des formes de raisonnement et de savoir disponibles pour faire le tri, analyser, comparer. Et dans les situations de travail également, de plus en plus de formes de production, par exemple industrielles, vont être modelées par des savoirs savants. Et est-ce qu'on veut des futurs adultes qui soient juste en capacité d'appuyer sur des boutons quand, quand la machine leur dit d'appuyer, j'exagère un poil évidemment, ou est-ce qu'on veut des futurs adultes qui soient un minimum ou suffisamment en maîtrise des opérations intellectuelles qui leur permettent de penser en surplomb de ce que les machines et l'organisation du travail aura organisé. C'est pour ça qu'il nous a semblé utile de se dire mais quelles sont les évolutions des savoirs dans la société. C'est un point qu'on a traité à la marge, mais de penser l'évolution des savoirs scolaires en lien avec cela. Comment se construisent les savoirs scolaires. Donc les deux premiers articles du numéro portent plutôt sur cette question-là. Donc Pierre Clément, dans un instant, reviendra sur la constitution du socle commun des connaissances, à quelles exigences contradictoires cette modification des programmes a répondu. Et d'autre part, l'article de Romuald Normand qui s'appelle « Enjeux politiques des instruments quantitatifs en éducation », où l'introduction de multiples outils de quantification, d'évaluation des systèmes éducatifs, que ce soit PISA et que ce soit d'autres encore, ont été des instruments de modification même de la conception de l'enseignement. Donc comment la construction des programmes scolaires et de la façon de les penser a des incidences sur le contenu même de ce qu'on enseigne. C'est un petit peu les deux premiers articles du numéro. Les deux autres articles, celui auquel j'ai contribué et celui de notre collègue Séverine Cacpeau, étant davantage sur la présence, la traduction des contenus d'enseignement au sein même des supports pédagogiques et notamment des manuels, pour comprendre en quoi cela influe, cela modèle sur les usages possibles. Alors pour ce qui me concerne, j'y reviendrai avec plutôt une analyse diachronique au cours du temps de l'évolution des exigences faites aux élèves dans les manuels. Et pour l'article de Séverine Cacpeau, les deux sont complémentaires et se répondent. On appartient à la même équipe de recherche et on travaille ensemble. Et celui de Séverine Cacpeau étant plutôt porté sur l'usage dans les familles populaires des manuels qui sont aujourd'hui les plus diffusés, voire l'usage de contre-manuels, entre guillemets, de manuels anciens, faits par les familles, en opposition à ceux que l'école propose, parce qu'elles ne s'y retrouvent pas, elles ne comprennent pas, et du coup, elles vont chercher des manuels qui leur semblent plus simples d'accès. Mais du coup, toute la question étant, est-ce que ça les prépare et jusqu'où à se saisir des exigences scolaires? Peut-être il est important de préciser à ce stade de mon propos que mon article, comme celui de Séverine Cacpeau, doivent beaucoup au travail collectif de notre équipe de recherche CIRCEP-TESCOL et notamment à des travaux précédents d'Elisabeth Bautier sur les manuels scolaires et d'autres collègues encore.
Je vais m'en tenir là pour la cohérence générale du dossier, et je vais passer la parole à Pierre Clément, donc plutôt sur la première partie, sur la constitution même des programmes. Merci Stéphane, et merci de m'avoir donné l'occasion de publier dans ce numéro. Donc ce que je vais vous présenter, c'est tiré de recherches que j'ai réalisées pour ma thèse, et le point de départ de cette thèse, c'était le socle commun de connaissances et de compétences. Donc pour ceux qui l'ignorent, la loi d'orientation de 2005, la loi dite Fillon, prévoit dans son article 9 que à la fin de la scolarité obligatoire, chaque élève, donc fin de scolarité obligatoire, c'est-à-dire à 16 ans, que chaque élève ait acquis donc un socle commun, donc constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences, donc il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, mais aussi poursuivre sa formation, construire son avenir professionnel et personnel et réussir sa vie en société. Je cite le contenu de l'article. Et donc ce socle a été précisé, le contenu de ce socle a été précisé par un décret du 11 juillet 2006, c'est la date de la parution de ce décret au journal officiel. Et donc ce décret prévoit que la scolarité obligatoire a désormais vocation à s'organiser autour de 7 compétences, donc je vous cite: la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, et 2 piliers qui ont été rajoutés entre le moment de la parution de la loi et celui de la parution du décret. La culture humaniste, et les 2 piliers rajoutés, c'est donc les compétences sociales et civiques et l'autonomie et l'initiative. Donc voilà, à l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève est censé maîtriser l'ensemble de ce socle, sachant que le principe du socle, c'est qu'il n'y a pas de compensation entre les piliers. C'est-à-dire que vous pouvez être complètement incompétent, vous n'avez pas le droit plutôt d'être complètement incompétent en matière de compétences sociales et civiques, mais d'être très très fort en autonomie et initiative. Il faut être compétent dans les 2 dimensions. Alors ce socle a été peu à peu transposé dans les programmes des différentes disciplines au fur et à mesure des années, et transposé de manière assez différenciée d'une discipline à l'autre. C'est-à-dire que chacune des disciplines de l'enseignement secondaire s'est approprié cet outil de manière différenciée. Les disciplines scientifiques, mathématiques, mais surtout sciences physique, chimie, sciences et vie de la Terre, ont assez largement repris la logique du socle, c'est-à-dire la logique des compétences, alors que cette logique s'est traduite de manière plus diffuse, moins précise dans des disciplines telles que l'histoire-géographie ou encore le français. Alors, comme Stéphane vous l'a dit, je me suis essentiellement concentré sur la fabrique de ce socle, et je n'ai pas été voir précisément comment il avait été mis en place dans les établissements, dans les classes. Donc je vais essayer de vous présenter un peu l'origine de cette réforme pour vous montrer un petit peu d'où ça vient. Quand même, l'intérêt de parler du socle commun aujourd'hui, c'est que ça a été une réforme qui est passée relativement inaperçue au moment de sa production et de sa publication, qui a commencé à susciter tout un tas de contestations contre les instruments à la fois technocratiques et pédagogiques qui ont accompagné la réforme ont été mis en place. Donc ces instruments sont essentiellement les évaluations des acquis des élèves en CE1 et CM2, qui ont remplacé les évaluations diagnostiques qu'on passait en CE2 et en 6e auparavant. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, le livret personnel de compétences que chaque élève se voit remettre, et qui est censé être la preuve faite aux parents de l'efficacité de l'école, puisque ce livret est censé recenser ce que les élèves ont effectivement appris à l'issue de leur scolarité. Donc ces évaluations et ces livrets
ont suscité des résistances assez fortes au sein de l'éducation nationale, que ce soit résistance des parents et des enseignants. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces résistances, les organisations syndicales et pédagogiques qui ont défendu le socle au moment des luttes qui ont pu présider à son inscription dans le Code de l'éducation, ces organisations n'ont pas renoncé au principe du socle commun comme principe d'organisation de la scolarité obligatoire. Ces organisations, donc essentiellement dans le champ syndical, le SE UNSA, le SGEN CFDT, et dans le champ pédagogique, par exemple la Ligue de l'enseignement, les CRAP, cahiers pédagogiques, éducation et devenir, etc. etc. Donc ces organisations ont adressé une lettre ouverte à Vincent Peillon en juin 2012 en lui demandant de ne pas renoncer au socle commun, malgré les travers ou les effets pervers de sa mise en œuvre, en disant que le fait d'accompagner la mise en œuvre du socle et la logique des compétences d'instruments tels que les évaluations et les livrets avait fait de ce qui aurait dû être une promesse démocratique, en fait, un objet technocratique dont on ne pouvait que constater en fait les effets pervers. Je vous cite un petit extrait de cette lettre qui est assez révélatrice. Depuis 2005, le socle a été transformé en un objet technocratique au service d'une évaluation de la performance du système et des élèves, centrée sur des fondamentaux réducteurs. Il n'a pas été mis au service des apprentissages des élèves, le travail par compétences n'a pas été accompagné et les programmes ont été très inégalement adaptés au socle. Il est de plus en plus remis en cause dans ses principes mêmes par le rétablissement de facto d'un palier d'orientation au cours de scolarité au collège. Cette dérive sert les tenants du conservatisme, de la sélection et de l'orientation précoce. Donc une espèce de constat d'échec pour cette coalition réformatrice qui avait poussé pour que le socle soit inscrit dans le Code de l'éducation et aussi dans les faits. Et donc cette prise de position, qui n'est pas démentie jusqu'à présent, pose, à mon avis, deux questions. C'est pourquoi ces organisations qui ont pu présenter le socle commun comme allant dans l'intérêt des élèves les plus défavorisés, comment ça se fait que ces organisations continuent à soutenir le socle comment se fait-il qu'il soit désormais considéré, le socle commun, comme un objet technocratique faisant le lit d'une école à deux vitesses. Alors, pour répondre à cette question, on peut se pencher à la fois sur les origines de cette réforme et également sur les modalités de sa mise en œuvre. Alors, sur les origines de la réforme, je vais passer assez vite, mais ce qui est frappant quand on enquête sur la genèse du socle commun de connaissances et de compétences, c'est l'omniprésence de ce que j'ai appelé des récits des origines de la réforme, qui essayent de mettre en récit le passé du système d'enseignement pour dire que le socle commun, c'était l'aboutissement nécessaire de tout un processus d'unification de l'enseignement. L'enseignement était organisé traditionnellement autour de l'opposition entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Et selon ces réformateurs, toute l'histoire du système éducatif, ça aurait été l'histoire de l'unification, de la fusion progressive de ces deux systèmes de scolarisation. L'école primaire dite école du peuple et l'enseignement secondaire dite école des notables, pour reprendre les termes d'Antoine Pro. Et ce que ces réformateurs défendent comme idée, c'est qu'on a unifié progressivement les structures de scolarisation, en créant notamment le collège unique en 1975, mais qu'on n'a pas défini la culture commune de cette école moyenne de masse, appelée à scolariser l'ensemble d'une classe d'âge dans une filière unique. Et le socle commun, ça serait précisément ce que on n'avait pas réussi à faire depuis les années 70, c'est-à-dire définir cette espèce de minimum culturel commun qui serait un peu le ciment de la nation, le ciment de cette école unique qui irait donc jusqu'à 16 ans. Et il y a cette idée en permanence, c'est qu'en gros, cette unification du primaire et du secondaire se serait fait à l'avantage donc des programmes du secondaire, des programmes du lycée classique,
qui était réservé, c'est le discours, hein, à une élite sociale et scolaire, et que en faisant de la culture de cet enseignement à destination d'une élite sociale et scolaire la culture d'un enseignement de masse, on crée de l'échec. Puisqu'en gros, si on demande aux élèves des milieux populaires d'acquérir la culture du lycée napoléonien, du lycée d'élite, et bien on les place nécessairement dans une situation d'échec. Donc le socle, c'était le moyen de lutter contre cette cause de l'échec scolaire en refondant la culture scolaire en fonction des élèves les plus en difficulté, donc une culture plancher. Comme disait Baudelot et Stablet, le socle, c'est ce que le plus mauvais élève du plus mauvais des collèges doit savoir. Et il faut réorganiser le système d'enseignement en fonction de ce plus mauvais élève du plus mauvais des collèges, et non plus en fonction de l'accès aux grandes écoles, des classes préparatoires et à Polytechnique. Donc il y a cette espèce de renversement. C'est-à-dire qu'on part des élèves les plus faibles plutôt que de se donner comme objectif Polytechnique. En gros, je caricature à peine les discours de justification. Voilà, donc ça c'est un premier aspect du socle commun. Et ce qui pourrait faire de cette réforme, ou donner à cette réforme une connotation progressiste, précisément. Et c'est ce qui explique qu'elle a été portée par tout un tas d'acteurs qu'on peut difficilement soupçonner d'être vendus au néolibéralisme ou au nouveau management public ou à ce genre de choses. Sauf que, comme tout récit des origines, ce récit a pour conséquence d'oublier que le socle commun, c'est aussi une réforme qui a été portée par l'OCDE et l'Union européenne, et que si on regarde la réforme de ce point de vue-là, eh bien, elle prend un sens assez différent. Concrètement, quand le ministère de l'Éducation nationale français s'est dit bon, comment est-ce que je définis les grandes compétences qui seront à même d'être enseignées dans tous les collèges de France, bon, et l'idée c'était que ces compétences, c'est quand même un point important, ne recoupent pas les disciplines de l'enseignement, disciplines qui organisent la transmission des contenus. C'est-à-dire que tout élève de collège, son emploi du temps, il est défini de manière très simple et il perçoit le temps scolaire comme partagé entre le cours de français, le cours de maths, le cours de SVT, le cours d'anglais, le cours de PS, le cours d'art plastique, etc., etc. L'enseignement secondaire fonctionne autour de ces disciplines, c'est pas une découverte. L'idée du socle, c'était de se dire que les disciplines scolaires n'ont vocation à exister que si elles permettent de contribuer à des compétences transversales, transdisciplinaires, plus générales. Pour le dire de manière un peu rapide, si on apprend si on vous donne un document sur le règne de Louis XIV à étudier, l'intérêt d'étudier un document sur le règne de Louis XIV, c'est pas tellement de connaître l'état de la France à ce moment-là, c'est pas tellement d'avoir des notions sur qu'est-ce que c'est que l'absolutisme, mais c'est plus l'intérêt de ça, c'est plus d'être capable d'étudier un texte ou de décrypter une image, puisque dans la vie future, en gros, on aura très rarement l'occasion de vous interroger sur qu'est-ce que c'est que l'absolutisme, qu'est-ce qui s'est passé en 1689 sous le règne de Louis XIV. En revanche, expliquer un texte, être capable de décrypter un texte, de décrire une image, ça va être une compétence qui va pouvoir être transposée dans une infinité de situations de la vie courante, que ce soit dans le monde du travail, quand on aura à étudier un rapport, à rédiger une note, mais aussi dans la vie citoyenne, quand on aura à décrypter un article de journal, etc. etc., etc. Donc derrière le socle, il y a quand même cette idée qu'il faut avoir un enseignement qui dépasse les disciplines. Or, le ministère ne sait pas bien faire ce genre de choses. Et il s'est trouvé qu'en 2005, quand le ministère a réfléchi à la définition du socle, l'Union européenne, plutôt la Commission européenne, venait de publier un document des recommandations. C'est-à-dire comme il n'y a pas de compétences comme en matière monétaire pour l'Union européenne en matière éducative, l'Union européenne procède par recommandation et dit tout simplement ça serait bien que dans tous les pays de l'Union, l'enseignement s'organise autour donc de 8 compétences clés. Compétences qui ne sont pas des compétences disciplinaires.
derrière lesquelles on retrouve des disciplines, mais qui ne sont pas des compétences disciplinaires. Et le ministère de l'Éducation nationale a saisi cette occasion pour formuler le socle à la française, en quelque sorte. Et si vous vous rappelez, au début, j'ai mentionné les 7 compétences du socle. Alors si on les reprend, il y en a qui renvoient très directement à des disciplines. C'est-à-dire que la maîtrise de la langue française, on imagine bien que c'est essentiellement le professeur de français qui va être aux premières loges pour la transmission, pour l'acquisition de cette compétence. Cela étant, dans la logique du socle, chacun des enseignants, essentiellement du collège, doit concourir à l'acquisition de cette compétence. C'est-à-dire que le prof d'histoire, quand il demandera un contrôle, une rédaction, n'importe quoi, devra faire attention à ce que son enseignement puisse participer à la transmission de cette compétence générale. La pratique d'une langue vivante étrangère, là aussi c'est assez simple, ça renvoie à une discipline. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique, là c'est déjà plus ambigu, parce qu'on peut imaginer que ça renvoie à l'action de plusieurs enseignants. Le prof de physique, le prof de bio, le prof de maths. Et on peut éventuellement imaginer à terme une recomposition des champs disciplinaires et d'avoir, au lieu d'avoir plusieurs enseignants qui participent à cette compétence, de n'en avoir plus qu'un, un enseignant de sciences, pour le dire très vite, de sciences expérimentales, de mathématiques et sciences. La culture humaniste, là, c'est beaucoup plus labile, beaucoup plus flou. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et des communications, là aussi, ça ne correspond pas à une discipline. Le prof de techno, éventuellement, et encore le prof de maths, éventuellement. Les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative, là, pour le coup, sont des compétences totalement transdisciplinaires, donc qui débordent les disciplines classiques de l'enseignement. Et ces compétences-là, ce qui est quand même intéressant, n'existaient pas dans la loi. L'article de loi dit qu'il y a 5 piliers dans le socle, et ces 2-là se sont rajoutés en s'inspirant des travaux de l'Union européenne. Petite anecdote, je cite toujours ça, mais la compétence autonomie-initiative, ça renvoie à la compétence esprit d'entreprise dans les textes de l'Union européenne. Alors évidemment, la traduction ne s'est pas faite mot à mot pour des raisons politiques assez évidentes. Quelques mots quand même sur la conception des savoirs scolaires qu'il y a derrière les travaux de l'Union européenne. Les travaux de l'Union européenne ont été précédés par des recherches menées par l'OCDE, qui a été pionnière en fait en la matière. L'OCDE s'est posé la question des contenus d'enseignement dans les années 90, quand il s'est agi pour elle de développer des évaluations internationales des systèmes éducatifs. C'était un problème technique, c'est-à-dire que vous connaissez, je pense, les évaluations PISA, donc ça évalue les acquis des élèves de 15 ans dans les pays de l'OCDE et également dans d'autres pays. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut comparer les acquis des élèves quand chaque système éducatif a sa propre conception des savoirs scolaires et de ce qu'il faut transmettre dans l'enseignement. Donc on ne peut pas se baser sur les programmes de chacun des pays. Il faut trouver donc un indicateur, en quelque sorte, qui puisse permettre de faire la comparaison pays par pays. Et en fait, l'OCDE s'est saisi de ce problème et a essayé de définir donc, des compétences clés qui pourraient être valables en Corée, aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, en Italie, etc. etc. Donc, il y a un projet donc, de l'OCDE qui s'appelle le projet DESECO, définition et sélection des compétences clés, et je cite, donc, qui consiste à identifier et définir un ensemble de compétences les plus pertinentes qui sont vitales pour les individus dans l'optique d'une vie réussie et responsable, et pour la société pour faire face aux défis du présent et du futur. Bon, jusque-là, rien de très, dangereux, enfin, ou de très critiquable, en tout cas du point de vue qui peut être le mien, qui peut être contre le fait qu'il faut faire face aux défis du présent et du futur, qui peut être contre le fait qu'il faut que l'enseignement puisse servir aux individus à avoir une vie réussie et responsable. Je pense qu'on serait tous d'accord ici pour dire que ce sont des objectifs louables. Sauf qu'il faut quand même savoir qu'il faut prendre un peu de temps, je pense, pour lire un peu la prose de l'OCDE,
qui est souvent très, comment dire, un peu flou, surtout que c'est en anglais la plupart du temps. Donc c'est une espèce d'anglais international en plus difficile à traduire, donc c'est souvent très très vague. Alors, quelques citations qui permettent peut-être de voir mieux les tenants et aboutissants. Selon l'OCDE, l'approche choisie, c'est une approche fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle insiste, l'approche de l'OCDE, sur la capacité des individus à accomplir des tâches en mettant en œuvre des connaissances, mais aussi des émotions et des attitudes appropriées. C'est-à-dire que ça élargit déjà le spectre de l'enseignement. L'enseignement doit transmettre des connaissances, mais aussi des émotions et des attitudes. Donc une espèce des savoir-être en quelque sorte. Et la notion de compétence englobe, selon l'OCDE, des composants cognitifs, mais aussi motivationnels, éthiques, sociaux et comportementaux. Donc vous voyez, c'est déjà pas exactement le même contenu que ce que je vous ai cité précédemment. Plus loin, la plupart des pays de l'OCDE accordent une grande importance à la flexibilité, à l'esprit d'entreprise et à la responsabilité personnelle. On attend non seulement des individus qui aient des facultés d'adaptation, mais également qu'ils soient novateurs, créatifs, autonomes et capables de se motiver eux-mêmes. Donc il y a une espèce comme ça de présupposé qui est que l'enseignement devrait façonner les subjectivités pour qu'en gros les individus soient capables d'être des entrepreneurs d'eux-mêmes, à la fois dans le monde personnel, mais aussi essentiellement dans le monde du travail. Donc la logique des compétences selon l'OCDE, elle est double. C'est, je pense, essentiellement, c'est d'être capable de dire que l'enseignement et la transmission des connaissances ne vaut que si elle permet d'être mobilisée en dehors du cadre scolaire. Ça, je pense que c'est vraiment un élément fondamental. C'est-à-dire que, en gros, c'est d'accord pour aller à l'école, mais si les savoirs scolaires peuvent servir en dehors de l'école. Et là, voilà, ça aussi, on peut débattre à l'infini là-dessus. C'est-à-dire que défendre la position inverse, qui est de dire que l'enseignement doit avoir une visée purement scolaire et être un enseignement essentiellement scolastique, c'est une position difficilement tenable. Donc toute la question, c'est finalement de se demander quels peuvent être les usages extrascolaires des contenus de l'enseignement, et surtout qui a vocation à définir quels sont les contenus d'enseignement et quels pourraient être leurs usages à l'extérieur de l'école. C'est là que le débat est le plus politique. La deuxième dimension, pour résumer, c'est la dimension que l'enseignement ne doit pas se contenter de transmettre des connaissances. Voilà, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, mais aussi des savoir-être, des attitudes, etc. Bon. Et quand on lit le décret sur le socle, c'est assez imprégné de cette logique-là. C'est-à-dire le socle, chaque grande compétence du socle, elle est déclinée en trois temps. Si je me souviens bien, il y a des connaissances, des capacités et des attitudes. Donc le fait d'introduire des attitudes dans les textes qui définissent le contenu d'enseignement, ça c'est quelque chose pour le coup d'assez nouveau. Voilà. Je vais passer, parce que je pense que j'ai à peu près épuisé mon temps, mais sur les conditions d'élaboration, les conditions du succès de la réforme, même si d'un point de vue politique c'est assez intéressant, pour conclure sur deux mots, mais en deux mots plutôt sur la mise en œuvre de la réforme, sachant que j'ai déjà évoqué ce thème en introduction. Voilà, pour dire que finalement, le socle commun, c'est une réforme fondamentalement polysémique, avec des appropriations et des usages qui peuvent être tout à fait variables. C'est-à-dire, voilà, vous avez le socle commun, ça peut être défendu, pour donner des noms, ça peut être défendu par Philippe Mérieux, mais aussi ça peut être défendu par le directeur général de l'éducation de la Commission européenne, qui sont deux individus qui ont des trajectoires, je pense, militantes, politiques, sociales, etc., très très différentes. Voilà. Donc toute la question, finalement, c'est-à-dire que cette réforme-là, elle a une signification politique essentiellement dans la manière dont elle est mise en œuvre, en fonction des luttes auxquelles elle donne lieu, des résistances, etc., etc. Je voudrais conclure en disant que ce qui, de mon point de vue, s'est imposé comme signification de la réforme,
c'est une réforme essentiellement gestionnaire, et plutôt conservatrice. Gestionnaire, pourquoi? Parce que le socle, c'est le cheval de Troie de l'introduction du nouveau management public dans le système éducatif. Pour le dire là encore très très vite, je pourrais le démontrer. En tout cas, on a des débats avec certains collègues, mais en tout cas dans les textes, c'est-à-dire que, pour le dire très simplement, mais les académies doivent signer des contrats d'objectifs avec le ministère, et que le socle commun, c'est un des indicateurs pour mesurer l'atteinte des objectifs des académies. Et deuxièmement, une appropriation, un usage plutôt conservateur de la réforme, puisque, notamment dans les programmes du primaire, ce qui prévaut, c'est essentiellement un retour aux fondamentaux, plutôt qu'un apprentissage centré sur l'élève, le back to basics américain dont parle Romuald Normand, et un moyen d'individualiser les parcours. Voilà, donc plutôt dans ce cas-là, une introduction d'une école à deux vitesses. Évidemment, toutes ces questions d'interprétation sur le sens de la réforme restent sujettes à caution, mais là où je pense ne pas me tromper, c'est que comme je l'ai dit en introduction, les défenseurs du socle commun, l'ESE, l'UNSA, le SGEN, les mouvements pédagogiques, ont précisément eux-mêmes reconnu, alors qu'ils soutenaient le principe de la réforme, que ces appropriations plutôt conservatrices, plutôt gestionnaires, plutôt managériales, avaient en fait remporté la mise. Voilà. Donc, pour conclure, reste à savoir, dans une configuration politique différente, avec un gouvernement qui n'est pas du même bord politique que le gouvernement précédent qui avait porté le socle, si le socle va devenir effectivement cette promesse démocratique qu'il a toujours été, si on en croit ses défenseurs, ou est-ce que le rapport de force politique et comment dire ça, les principes politiques défendus par le gouvernement actuel feront qu'on aura une espèce de réforme aménagée avec les effets les plus pervers un petit peu amoindris, mais qu'on restera sur ce type d'appropriation tel que j'ai pu les décrire. Voilà, je vous remercie.